À Moscou, le carillon du Kremlin égrène depuis des siècles les heures et les minutes au fil des péripéties de l'histoire russe. Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, ou qui l'auraient oublié, rappelons qu'au XXe siècle, la destinée de la Russie a été plutôt agitée. En 1917, les bolcheviks ont renversé le tsar et mis en place un pouvoir communiste qui va durer 70 ans. Puis, en 1991, sur la lancée de la perestroïka de Mikhaïl Gorbatchev, le peuple a congédié les Rouges et a élu Boris Eltsine. La Russie s'est engagée sur la voie de la démocratie. Malheureusement, avec la liberté est arrivée la crise économique. Avec la guerre en Tchétchénie, les gens ont commencé à trouver qu'Eltsine se comportait en despote. Et puis, le despote est tombé malade. C'est ainsi que la Russie est arrivée à l'orée du siècle, ou plutôt du millénaire. Et moi, réalisateur de documentaires, j'ai fait mon travail, et j'ai enregistré minutieusement tout ce qui se passait autour de moi. Aujourd'hui, j'aimerais vous apporter mon témoignage. Ce film raconte les événements qui se sont produits au cours d'une seule année, celle du 31 décembre 1999 au 31 décembre 2000. T'as regardé ton cadeau? Non, pas encore. J'admire ta patience, Vitali. Les filles? C'est pour moi? Ouais. Les filles? C'est joli. Regardez, maman est en train d'ouvrir son cadeau. Bonjour. Bonjour. Bonjour les filles. Les cadeaux sont là, allez-y. Qui a quoi? Il y a les noms dessus. Des chocolats, des bonbons. Nika, montre-nous ta mine ravie. Alors, tes chocolats. Délicieux, j'adore. Liova, tu n'as pas de cadeau? Liova n'a pas de cadeau. La pauvre. Oh, il y a même les paroles de toutes les chansons. Ouais. Eh bien, alors, Natalia, ça marche? Ah, j'ai une grosse barbe. C'est parfait. Nika, tourne-toi. Elle nous a acheté quelque chose à chacun pour le nouvel an. Donne. Regarde-moi ça. N'importe quoi. Чуть больше личных своих слов, чем говорю обычно. Я хочу попросить Et qui va s'adresser à la nation ce soir? Poutine? за то, что Non mais arrête! Laisse-moi tranquille, lâche-moi, tu veux? Tais-toi, maman! C'est n'importe quoi. казалось просто, оказалось мучительно и тяжело. Серого, застойного, тоталитарного прошлого, светлое, богатое, цивилизованное будущее. Я сам в это верю. Allez, arrête, ouvre. Tu m'énerves avec ta caméra! C'est une chronique. Mais je m'en fous! Tu nous saoules avec ta chronique! Laisse-nous vivre un peu! T'es tout le temps en train de nous filmer. La voilà ta chronique, Vitali. Maintenant ça suffit. Ça me tape sur les nerfs. Tu te rends compte de ce qui se passe? Mais pourquoi tu me filmes moi? Mais qui veux-tu que je filme? J'ai envie de pleurer parce que je pense que
Tu veux que je prenne un ton pathétique devant la caméra? Je l'ai dit, je suis effarée. Parce que je vois surgir l'homme à la main de fer, que les gens appellent de leur vœu. Tu vas voir, il va nous serrer la vis. C'est terrible. On se souviendra de la période Eltsine comme d'une époque de bonheur. On s'en souviendra comme d'un rêve, d'une utopie. Tu crois pas? Si, bien sûr. Mais alors pourquoi t'es tout le temps en train de... Parle-moi! Pour moi, c'est un cauchemar. Elle est passée si vite, cette utopie. Elle n'aura duré qu'un instant. Qu'est-ce qu'on va devenir? Tu vas voir. Le prochain président sera différent des précédents. Une souris grise qui ne fait pas de bruit. Sympa le cadeau de la nouvelle année. Donc qui va s'adresser à nous ce soir? Poutine? Je sais même plus quoi dire. Ça me laisse sans voix. La terre a tremblé. On va de nouveau avoir peur de nous. Я подписал указ о возложении обязанностей президента России на председателя правительства Владимира Владимировича Путина. Вы заслужили счастье. Вы заслужили счастье и спокойствие. С Новым годом, с Новым веком, дорогие мои. Дорогие друзья, сегодня, в новогоднюю ночь, я, как и вы, с родными и друзьями, собирался выслушать слова приветствия президента России Бориса Николаевича Ельцина. Но вышло иначе. Сегодня, 31 декабря 1999 года, первый президент России принял решение уйти в отставку. Он просил меня обратиться к стране. Дорогие россияне, дорогие соотечественники, сегодня на меня возложена обязанность главы государства. Через 3 месяца состоятся выборы президента России. Les rênes de l'État russe ont été transmis à Poutine par un Boris Eltsine qui s'effaçait volontairement. Vladimir Poutine héritait par la même occasion de la Constitution, du drapeau et de l'hymne du pays. Attributs fondamentaux d'une Russie démocratique qui avait remplacé les symboles soviétiques disparus à jamais avec l'URSS, pensait-on. Soit dit en passant, cette passation de pouvoir dans la nuit du Nouvel An, alors que les gens fêtaient l'avènement d'un nouveau millénaire, était très habile. Conformément à une longue tradition, le pays tout entier s'est retrouvé plongé dans une allégresse générale, peu propice à une analyse objective de la situation. Il aurait pourtant été plus judicieux de réfléchir sérieusement à la passation de pouvoir qui venait d'avoir lieu. Pour ma part, j'ai été chargé de commencer le tournage d'un film destiné à la campagne électorale de Vladimir Poutine. Владимир Владимирович, система у нас такая будет. Если позволите, мы так чуть-чуть покомандуем, да? Можно? Можно. Une bonne partie de ces images ont été tournées pour mon premier film sur Poutine. À sa sortie, le public s'était attaché à certains détails sans grande importance, comme le fait qu'il portait sa montre au poignet droit ou qu'il ne s'approchait jamais des fenêtres. En revisionnant aujourd'hui ces images, je me suis aperçu que déjà à l'époque, alors qu'il n'était que président par intérim,
Poutine exprimait clairement les convictions qui le font vénérer par certains et détester par d'autres. Le plus important, c'est que les gens croient en tout ce que nous disons et faisons. C'est vraiment notre credo. Et il répond aux intérêts de la nation. Finalement, c'est tout ce qui compte. C'est la clé du succès. Le plus important, c'est que les gens y croient. Vous avez entendu? L'idée est de convaincre les Russes que les intérêts de la nation sont plus importants que ceux de l'individu. Pendant ce temps, sa campagne électorale battait son plein. Bien qu'il ne soit jamais officiellement déclaré en campagne, il était en permanence sur toutes les chaînes de télévision. On le voyait à l'écoute de toutes les forces vives du pays. Gouverneurs, forces de l'ordre, ouvriers, paysans, jeunes et vieux. Et tous avaient l'air ravis, ce qui reflétait en partie la réalité d'alors. Ses conseillers ont habilement fait évoluer son image, passant de celle de l'homme à poigne à celle du type sympa. Нет, вот там сзади встаньте, сзади. Вот эту коленку вот сюда поставьте, попробуйте. Вот там и уприте. И вот так закиньте вот так. Сейчас закройте глаза буквально на секунду, расслабьтесь и очень по-доброму вот на меня посмотрите. Насколько это возможно, L'élément déterminant de la campagne a été l'importance accordée à l'armée, en raison des menaces censées peser sur la sécurité de la Russie. Poutine est donc allé célébrer la fête de l'armée russe à Volgograd, l'ancienne Stalingrad. Il s'est entretenu avec des anciens combattants qui avaient défendu la ville lors de la Seconde Guerre mondiale. Puis devant les caméras de toutes les chaînes de télévision, il est allé au chevet des héros de la guerre qu'il avait lui-même menée en Tchétchénie. Я хочу воспользоваться этим случаем. И именно здесь, сегодня в Волгограде, поблагодарить российский народ за поддержку нашей армии. En 2 mois et demi d'une campagne électorale qui ne disait pas son nom, Poutine a réussi à se rendre dans presque toutes les régions de la Fédération. Et bien sûr, le 8 mars, journée de la femme, le président par intérim et candidat à la présidence est allé très symboliquement à Ivanovo, célèbre pour son industrie textile et surnommée la capitale des fiancés. Toutes les grandes chaînes de télévision l'accompagnaient. Il me semble que le 8 mars de l'an 2000, 18 jours avant le scrutin, plus personne en Russie ne croyait vraiment que nous aurions droit à de véritables élections. Ce que le candidat Poutine n'hésita pas à reconnaître vers la fin de sa campagne. Вы можете рассказать, какие у вас будут агитационные ролики, и будете ли вы участвовать в каких-то теледебатах? Я считаю, что люди, которые занимаются практической деятельностью, или в парламенте страны, либо в исполнительных органах власти, должны доказывать свою состоятельность конкретными делами, а не роликами и другими рекламными способами и рекламными средствами. Одним из этих средств, безусловно, являются и так называемые теледебаты.
Ролики тем более, это реклама. Выяснять в процессе предвыборных кампаний, что важнее, Tampax или Сникерс, думаю, неуместно. Поэтому я этим заниматься не буду. C'est vrai. Poutine a refusé de s'abaisser à participer à des clips, au pire, à des débats télévisés. Tous les autres candidats ont pris part à des débats, ce qui accentuait le caractère élu d'office de Poutine. Cette manœuvre a été l'une des plus déterminantes de la campagne. Mon équipe filmait un président candidat qui travaillait sans relâche pour le bien de la population. J'avais auparavant tourné avec d'autres réalisateurs un documentaire dans lequel nous posions la question « Who is Mr. Poutine ?» à ses amis d'enfance, à ses camarades de classe, à ses voisins. J'avais été particulièrement touché par les souvenirs d'une institutrice du jeune Volodia, une femme qui avait manifestement eu une grande influence sur la formation de sa personnalité. J'avais donc proposé au président par intérim d'aller rendre visite à cette enseignante en retraite. Il devait bientôt s'envoler pour Saint-Pétersbourg, pour rencontrer le Premier ministre britannique, et on nous a informé qu'il en profiterait pour aller la voir. La visite de Tony Blair dans la ville natale de Poutine avait un caractère très convenu. Il s'est rendu en compagnie de son épouse alors enceinte à l'Ermitage et à Petrodvorets. Il a donné une conférence de presse avec Poutine, puis a assisté dans la soirée à une première au théâtre Mariinsky. Cette visite jouait un rôle évident dans la campagne électorale de Poutine. À travers la venue du Premier ministre britannique, l'Ouest exprimait son soutien au président par intérim dont il souhaitait l'élection. Probablement pour la première fois, Vladimir Poutine prenait place dans la loge impériale en qualité de chef de la nation. Que pouvait bien ressentir ce soir-là le jeune homme issu d'un milieu modeste, propulsé par une ascension fulgurante dans le club restreint des puissants de ce monde? Poutine profita effectivement de son passage pour rendre visite à son ancienne institutrice. Ох, елки, ребят, давайте сюда. Ой, отойдите. Сейчас позвонят, откроют. Да, не догадаются. Догадаются. C'est la dernière scène du film que j'ai produit à l'époque et qui a été diffusée juste avant les élections. Même si bien sûr elle n'a pas radicalement changé la donne, cette scène réalisée à mon initiative, avec l'accord de Poutine, présentait aux électeurs russes le héros sous son meilleur jour. Анатолий Борисович дома. Толя.
Ой, ладно, не будем об этом. Там очень. Попробуй не откажи, ты же понимаешь. Ты садись, как дела? Все так же, видишь? Все так же. Никаких изменений абсолютно. Единственное, что диван переставили с одной стороны на другую. Что там насчет шампанского вернуть? Есть такое дело. Ну, за встречу. Так, внимание, приготовились. Огонь. Еще разочек. Чиз. Отлично. Ой, сейчас мы с тобой поговорим немножко. Присядьте, как вы будете сидеть. Ну, не могу еще, да. Еще когда говорят, маленький, щупленький. Да не смотрите вы на меня. На него, конечно. Ой. Я позвоню. Нам вот эти вопросы проясняю и позвоню. Да. Не забудешь? Иногда кое-что забудешь. Ты помнишь, как я из-за тебя чуть на поезд не опоздала? Когда ты обещал за мной на своем этом приехать. И нет, я говорю, нет, я больше не могу, я уже все опаздываю. А он забыл. Ради бога, извините, что я вас я вас держала. Ой, ради бога, не отдай никому, чтобы не выкинули. Ну что, я сам съем. Закусывать буду. Я сказала, нельзя. Государство как на грядке. Чтобы что-то путное выросло, надо уничтожать остальное. Так и будем делать. Как воспримем это, как наказ избирателей. Вот. А самое главное, помни, что я на каждом шагом слежу за каждым жестом. Это будет меня сковывать. Не, держись так, как но помни. Счастливо. Спасибо. Время побеждать. Il est temps de gagner. L'expression allait devenir le slogan de la campagne de Poutine. Pour moi et je pense pour la majorité des Russes, cette campagne avait commencé bien avant qu'il ne devienne président par intérim. Elle avait débuté à un moment bien précis, à la minute près. Le 8 septembre 1999, à 23h59, dans un quartier dortoir de Moscou. Ce soir-là, un immeuble et ses habitants avaient été soufflés par l'explosion de plusieurs sacs d'exogène. 5 jours plus tard, un autre immeuble explosait à son tour. Puis une vague d'attentats a déferlé sur toute la Russie. Je me souviens parfaitement que des patrouilles militaires ont alors fait leur apparition dans les rues et dans les halls d'immeubles. Le pays a commencé à sombrer dans la peur, et l'homme de la rue, conforté dans ses craintes par les médias, s'est mis à réclamer de plus en plus de fermeté. Vladimir Poutine avait été nommé Premier ministre 22 jours avant le premier attentat. 6e chef du gouvernement de l'ère Eltsine, sa cote de popularité était pratiquement nulle. Or, ces attentats, quelles que soient leurs origines, allaient jouer en sa faveur. En l'espace de 6 mois, il avait atteint la barre des 50% d'opinion favorable. La fameuse phrase « Nous les buterons jusque dans les chiottes » est devenue la devise d'une nouvelle époque. À la fin d'une longue journée de travail, Poutine a accepté de se rendre avec nous sur les lieux du premier attentat de Moscou.
Je tiens à préciser que pas plus à l'époque qu'aujourd'hui, je ne crois à une quelconque implication de Vladimir Poutine dans l'explosion de ces immeubles. Toutefois, le fait que des agents du FSB aient apparemment été surpris à Kazan en train de placer dans la cave d'un immeuble des sacs contenant le même explosif, apparemment pour simuler un attentat, appelait nécessairement des explications de la part des pouvoirs publics. Скажите, как вы думаете, цель оправдывает средства? Цель оправдывает? Цель чья? Вот их цель оправдывает средства. Цель террористов? Да. Ну, разве можно это делать? Потому что человек в здравом рассудке, мне кажется, никогда не может решиться на подобный поступок. Взорвать дом с живыми людьми, ни в чем не повинными. Ночью. Абсолютно не. Мне в голове не укладывается. Невероятно. Невероятно. Это нечеловеческая жестокость. Просто мы должны понять, что мы должны противоставить. Этому можно противопоставить только силу. Без этого просто нам не государство не сохранит, и людей не сохранит. Марта исполнилось полгода с того дня, когда жилой дом по Каширскому шоссе взлетел на воздух. Сейчас здесь ничего нет, кроме часовни и фотографий, напоминающей о страшной трагедии, которая произошла на Каширском шоссе. Недалеко от этого места, всего в 20 метрах, стоит школа, в ней находится избирательный участок. Сюда пришли голосовать люди из ближайших домов. Для многих из них не нужна была никакая агитация. Полгода назад они убедились в правильности тезиса, что спасти может только сильная и жесткая власть. Allez, vite, allez, on y va. Tu crois vraiment qu'il faut qu'on vote? Oui, je crois. Ça ne changera pas grand-chose, mais au moins, on ne votera pas pour les communistes. Nos voix vont servir à quelque chose? Difficile à dire, mais on y va. C'est important. C'est la première fois qu'on vote en étant inscrit sur une liste électorale. Avant, on ne comptait pas. Bon, allons voter. Кстати, хотят сложить оружие и не используют те возможности, которые предоставил парламент России. Не пользуются законом о коммунизме. Те, кто не пользуется, те воюют. Вы волнуетесь? Нет, абсолютно. Переживаю. Не трогайте. Спокойно. Спокойно. Владимир Владимирович, скажите, пожалуйста, вот говорили, что в Чечне могут быть какие-то акции, так сказать, направленные к выборам. Вы контролируете ситуацию? Есть такие сигналы или нет? Все необходимые меры для обеспечения безопасности приняты. Это никто не мешает. Есть информация, что там движение какое-то боевиков есть. Это да. Ну, понятно почему. Потому что сам факт, там не важен результат. Не важно, за кого они будут голосовать. Важно, что они голосуют.
И те, кто голосовал за будущего президента, тоже будут знать, что они голосовали, отдали свои голоса за будущего президента. И они могут с него потребовать соответствующих действий в отношении своей республики. Я думаю, что это очень важно. И у меня есть все основания полагать, что скоро мы будем иметь возможность убедиться, что голосование в Чечне состоялось. Спасибо большое. От машины отойдите. Все отдал, да? Poutine tout juste parti, les représentants de la presse quittent eux aussi le bureau de vote. Seule une journaliste française, s'écartant du troupeau, juge bon d'aller demander à Mikhaïl Gorbatchev, le dernier président de l'URSS venu accomplir son devoir en compagnie de sa fille et de ses petits-enfants, quelles étaient ses intentions de vote. Gorbatchev préfère ne pas répondre. Mais après avoir déposé son bulletin dans l'urne, il ne résiste pas au plaisir de prendre un verre avec d'anciens camarades. Ну я же не знаю, чье-то место. Или вы тут платите? За вас. Будьте здоровы. Спасибо. Спасибо. Я только хочу сказать, что я горжусь тем, что на съезде я первым выступил и сказал, что президента надо выбирать немедленно, и что кандидат может быть только один. Но меня уговаривали, да согласитесь вы хоть на 2, хоть на 3 года. Я говорю, нет, не буду соглашаться. Надо было на 15 лет, Михаил Сергеевич. Президенты, на 15 сразу. До 2000 года. А что так? 3 года. Тогда просто не надо было вводить эту должность. И вообще, я бы сегодня генсеком сидел бы, ногами помахивал. Да, никаких проблем бы не было. Это бессовестная позиция. По-наполеоновски, который сперва там на 4 года, потом пожизненный первый консул, следующий был. И отбыл, на Елене пожизненно. Вот. Вот здесь, что ли? Boris Eltsine, lui, attend en famille les premières estimations. Mon emploi du temps ne sera plus le même, bien sûr. Il a déjà changé. Je n'ai plus cette pression permanente. Toute la Russie sur les épaules, heure après heure, jour après jour. Il y a des problèmes à tel endroit. Il s'est passé quelque chose ailleurs. Il faut trouver des solutions. Des milliers de papiers à signer tous les jours. Des milliers. Il en a toujours un tas haut comme ça. Haut comme ça. C'est un travail infernal. Mais maintenant, ça ne dépend plus de moi. La pression est sur Vladimir Vladimirovitch Poutine. Il a repris mes fonctions. Lui, il est malade. Je lui ai donné 6 mois d'avance pour lui permettre, une fois élu, de se servir immédiatement de l'expérience accumulée dans l'exercice de sa fonction de président par intérim, de chef de l'État, en fait. C'est en cela que la décision que j'ai prise le 31 décembre 1999 est importante. Et on ne se prive pas de te le reprocher, de te traiter de pantin, alors qu'il a eu une attitude des plus correctes, qu'il s'est adressé à la nation pour que les gens se rendent compte par eux-mêmes de la façon dont il travaillait. Tout a été fait de façon extrêmement démocratique et honnête. Je ne comprends pas. Sa cote de popularité est passée de 2 à 50%. Vous le savez.
C'est grâce à son action, car il n'a pratiquement pas fait campagne. Il n'a pas tourné de clip pour la télévision. Il travaille. Il va dans les régions. Il s'occupe des problèmes qui se présentent. Il est allé à Ivanovo pour constater les difficultés dans le textile. Il est allé dans le Kouzbas pour comprendre les problèmes des mineurs. Il est allé dans le Kamtchatka, à Sakhaline, pour voir quels étaient les problèmes en Extrême-Orient. Est-ce que ça a été facile pour vous de prendre cette décision du 31 décembre? Non, difficile. Mais bizarrement, après, je me suis senti plus léger. J'ai pu dire aux gens ce que je pensais. Je me suis expliqué avec l'exécutif, avec l'administration de la présidence. Nous avons ensuite eu des discussions avec Vladimir Poutine. Nous nous sommes rencontrés à 4 reprises. Et il a fini par comprendre où je voulais en venir, c'est-à-dire lui transmettre le pouvoir le 31 décembre et faire de lui le président par intérim de la Russie. Et tu as dû faire preuve de persuasion, non? Il n'a pas donné son accord tout de suite. La première fois, c'était juste pour faire connaissance. Et la deuxième, Vania. Vania, viens ici. Qu'est-ce que t'as aux joues? Elles sont toutes rouges. Pour qui il faut voter, Vania? C'est le seul à aimer le sucré dans la famille. Dis à papy pour qui tu as voté. Pour Poutine. Ça y est. Il l'a dit, pour Poutine. Prends-en juste un. Vania, il s'appelle comment, Poutine? C'est drôle comme il le dit. Comment tu appelles Poutine? Répète, plus fort. Vladimir Vladimirovitch, c'est clair. Il faut vous le traduire. Et pourquoi Nami Lili? C'est comme ça, Nami Lili, Nami Lili. Comment s'appelle la fille de Poutine? Il a bien aimé ses filles. Tu veux un petit bonbon? Vous n'avez pas pris de thé? Ils en prendront. Телеканал 2000. Итоги голосования в прямом эфире. Выборы президента России. Самая достоверная и оперативная информация. Прямые включения из пресс-центра выборов 2000. Интервью с кандидатами в президенты и руководителями их предвыборных штабов. Комментарии экспертов по ходу подсчета голосов из виртуальной студии. Только на нашем канале. Предварительные итоги голосования. Последними на сегодняшний день данными по выборам президента Российской Fédération. Je ne me souviens pas que la presse ait mentionné le QG du candidat Poutine. C'était pourtant le plus important par la taille, et il était fréquenté par les plus hauts responsables du pays. Давайте посмотрим, что по Москве. Москва. 46-71, так и осталось. Собака. Завтра. Питер нормально. А Гриша сколько здесь? Ну-ка. Явленский. 1854. Безобразие полночь. Le directeur officiel du QG était un certain Dimitri Medvedev, peu connu du grand public à l'époque, et qui avait été sous les ordres de Poutine lorsque celui-ci était en poste à Saint-Pétersbourg. Все. Да как все? Этого возьмем. Что за... Вот этого возьмем. Алло. Да алло же, елки зеленые, говорите. У вас Виктор работает. Надо пересмотреть отношение к губернатору. Корякский округ еще. Dans les faits, la campagne de Poutine avait été menée par des spécialistes de la politique, s'appuyant sur des moyens administratifs considérables. Ceux-ci étaient fournis par d'anciens et de futurs ministres de la Fédération, des fonctionnaires de l'administration présidentielle, les patrons des grands médias
et des équipes de sociologues. Саша, давай прогноз. 51. Ну это, ну что, твои данные. 49,7, да, не? 49,7, да, не? Людям. Lui, c'est Anatoly Tchoubaïs, coprésident de l'Union des forces de droite. Le Rassemblement des démocrates de droite était la seule formation représentée au Parlement mais ne faisant pas partie du gouvernement qui avait soutenu la candidature de Poutine. Этот человек стоял во главе государства. Наши выборы впервые перестали быть профанацией и действительно стали волеизъявлением народа. Это Михаил Горбачев. Здравствуйте, Михаил Сергеевич. Михаил Сергеевич, вопрос к вам такой, как вы провели сегодняшний день? Скажите, пожалуйста. Ну, сегодняшний день он был такой. Ребят, стоп, камера. Boris Eltsine ne s'attendait pas à retrouver Gorbatchev. C'était probablement la première fois qu'il le revoyait depuis 1991. Eltsine avait pratiquement destitué le dernier président de l'URSS et il savait parfaitement quel était le sort réservé en Russie aux leaders déchus. Pendant toutes les années de la présidence de Boris Eltsine, Mikhail Gorbatchev avait disparu, y compris des écrans de télévision. C'est peut-être une des raisons qui avait poussé Eltsine à songer sérieusement à assurer sa propre succession. Мама, сейчас результаты выборов. Мам! Сейчас не объявят результаты, только в 9 могут объявить. Потому что выборы это веселые, для которых выборы это шоу. У меня есть данные, с которыми я обещал познакомить наших телезрителей, и скоро уже это сделаю. Больше 60% Кроме того, что Путин идет по коридору, что-нибудь еще известно? По коридору, как проштюшец. По какому коридору? Ребята, какие самые последние? 48, 70. Глеб, твои люди здесь работают? А Ксенины? Может быть, просто Владимир Владимирович сходить? Алло, Глеб? Ага, добрый вечер, Диченко Татьяна. А это сколько проголосовало уже? 60%, да? Москва сильно, да. Ага. Ну что, можно пить шампанское? Маленькими глоточками. Ладно, Глеб, начнем пить маленькими глоточками. Спасибо. Ну пока. Давайте. Так, Сергей, чтобы шампанское готово. Хорошо, Глеб, спасибо. Dans les dernières années de la présidence de Boris Eltsine, lorsque ses ennuis de santé ont commencé à poser problème, la notion de famille s'est ancrée dans la conscience collective. On considérait que le pays était en fait dirigé par la famille. Tatiana, la fille cadette, a notamment joué un rôle déterminant. Tania, vous pourriez vivre loin de la politique? Moi? Oui. Bien sûr. Sans problème. Vous ne pouvez pas imaginer. Je ne vous crois pas. Si, je vous jure. Même si je vis tout ça intensément, bien sûr. Поэтому я имею полное право ознакомить вас с цифрами на данный момент. Владимир Путин 51,2%. Геннадий Зюганов 28,4%. Мы видим, что данные по Зюганову чуть-чуть расходятся, как и данные по Путину, но это не принципиально. Мой процент. У Григория Явлинского 7% голосов. Можно сказать, во-первых, то, что уже было сказано, выборы состоялись. Можно сказать, что уже сейчас можно начинать пить шампанское маленькими глоточками. А на втором месте идет Геннадий Зюганов. Дай бокал шампанского. Давай. Manifestement, sans l'intervention de Tatiana, l'intronisation du dauphin n'aurait jamais eu lieu. Маленькими глоточками по чуть-чуть. Четверть. Нет, нас там много. Да, давайте, нас там много. Виталий, не снимайте меня. А то я... Ой, Господи, неужели это все? Неужели закончим? Даже не верится. C'était donc aussi sa victoire.
Таким маленьким глазочком. Маленьким, да. Ген, ну уже все. Уже, Наташ, мы победили. Уже все? Мы победили, ура! Там, правда, что ли? Ну, конечно, все. Выбор состоялся в первом туре. Как мы говорили, первый тур, точно. Хотя мы победили бы в любом случае. Хотя первый или второй тур, это не важно. Мы опрашивали людей в 4 объектов. Субъектов федерации. Лена, мы победили. И число точек опроса это от 1 до 8. Ваня, будешь шампанское? Не пьешь, что ли? Петербург, соответственно, 46. В течение сегодня на каждом участке опрашивали. Точно. Вот могу поспорить. Могу поспорить, так и будет. Я тоже с тобой уже поспорил. Папа, ты представляешь? Вот почему так ты сделал, как вот посчитал нужно? Поставил человека, люди на него посмотрели, сказали, действительно годится. Посмотрели, годится, и проголосовали за него. Он плохого человека не поставил. Да. Сколько перебирал? Просмотрел 20 человек за 4 месяца, 20 кандидатур. Список огласите, пожалуйста. Остановился у него, 20 человек все. Не надо. Напоминаю еще раз цифры Вот. на данный момент. Остановился на нем и стал с ним работать. Цифры на данный момент. 2%. 51,2. Геннадий Зюганов 28,4%. И это, прошу прощения, это как раз цифры ВВП РУ, о которых сейчас говорил Аслон. Я бы хотел сейчас, чтобы подключился по возможности Михаил Сергеевич Горбачев. Такая возможность есть. Михаил Сергеевич, вы слышали Опять цифры? Михаил Да, конечно. Ваше мнение, пожалуйста. Почему такое грустное лицо? Ну, Почему грустное лицо такое? Пап, предлагаю переключить на НТВ. Первое, я еще раз комментирую. Так вы сразу и говорили, а то оставили маленько. Алло? Точнее, место можешь показать? На выборы. Ну скажешь. Что он скажет? Пап, Валентин, 2 слова буквально, не Маша. Да, Валентин. Алло. Вот здесь вот, кухню здесь. Я иду сюда. Алло. Выше. Пап, с этой моделью ты еще не знаком. Вот так. Вот так. Да. Так, слушаю. Твоей модели не знакомы. Да. Vous remarquerez que Valentin Youmachev est le premier à téléphoner à Eltsine après la victoire de son dauphin. Какой победой? Уверенно? Нет, Я вас поздравляю. Это здорово. Это здорово. Да, спасибо. За мной поздравления. Eltsine remercie son ancien chef de cabinet. Ой, слушай, как... Все, мамочка. Папочка, наконец-то на свободу. Главное, в первом туре. Тебя поздравляю. А что, если Владимиру Владимировичу позвонить? А? Владимиру Владимировичу позвонить. Давайте позвоним. Подожди, я сам. Слушай, ну здорово. Ой. Миш. Добрый вечер. Поздравляю вас с первыми итогами выборов. Мне бы Владимира Владимировича Путина. Ладно, я положу трубку. Сейчас позвоним. Нет, я думаю, что он, наверное, уже... А он уже вернулся, пап. Он же сказал, что он вечером в штаб заедет. Он уже, наверное, вернулся. Он сказал, что он вечером в штаб заедет. Он сегодня, когда голосовал по телевизору, сказал, что вечером он заедет в штаб. Ну, вот, значит, дойдут. Москва 44. Проголосовал за Путина. Я же говорю, мужики собирать надо было москвичей. Нет, это бесполезно. Собирать. Поездка это 1-2%, ну 5% москвичей охватывает. А и встреча была бы, допустим, где-то в зале, большом, с вопросами, ответами. Берите рекламу это, ну. А на второй канал, Миш, переключите, может там Так уже... это второй канал. Тише делать. Да? Ладно, хорошо. Он вышел на улицу, сейчас предупредят, сейчас позвонит.
все-таки еще неизвестно. Известно. Ну как известно? Что известно? Что Уже Владимир избран Владимирович победил? Владимир Владимирович победил. Не знаю. Boris Eltsine ira finalement se coucher sans que Poutine l'ait appelé. Все, уже 1,5 часа. Гуляет? Гуляем. Ну, Нет. хватит. Нет, ну может это так сказали, кодовое название гуляет. Может он на самом деле в бане. Там, Ну все, ну ему- конечно. Ему надо одеться. Пока надо одеться, пока Как надо минимум одеться. размыться, умыться в душе. Вот. Давайте не будем ждать, все, прощаемся. Давайте. Хорошо. Спасибо. Да. Нет, это Правильно. вам спасибо. Борис Николаевич, спасибо большое. За свободные выборы, свободу России, за свободу средств массовой информации. Если Путин победит, то свобода средств массовой информации будет обеспечена, безусловно. Будем надеяться. Спасибо, Борис Николаевич. Люди все заинтересованные. Да, здесь собрались. Да. Мы обеспечим свободу. Спасибо. Правильно. Вообще еще никто Вы не недооценивает, отдавайте. что в принципе свобода в стране. Вот это вот. Нет, это- почему? Вот тут вы не правы, мы как раз оценим. Спасибо. Спасибо, счастливо. До свидания. Un peu plus tard, nous retrouvons tous les personnages clés de la campagne de Vladimir Poutine au QG de ce dernier. Je crois qu'il est important que je vous les présente. Mikhail Lessine, à la fois ministre de la Communication et propriétaire de la plus grande agence de publicité de Russie. De son ministère dépendent directement ou indirectement toutes les chaînes télévisées de la Fédération, sur lesquelles repose l'essentiel de la stratégie médiatique du gouvernement en place. Gleb Pavlovsky, dissident sous le régime soviétique. Premier conseiller politique du Kremlin dans les années 2000. Il est finalement passé dans l'opposition après 12 années de pouvoir de Poutine. Ksenia Ponomareva, ancienne directrice de la première chaîne de télévision de Russie, responsable adjointe du QG de campagne. Elle rejoindra l'opposition peu après l'élection de Poutine. Elle est décédée en 2016, à l'âge de 54 ans. Mikhail Kasyanov, Premier ministre du gouvernement lors du premier mandat de Poutine. Il passera ensuite dans l'opposition. Il sera harcelé et humilié publiquement par la diffusion à la télévision de scènes de sa vie intime filmées à son insu. Vladislav Surkov, qui occupera entre 2000 et 2013 divers postes à responsabilité et sera l'idéologue en chef du Kremlin. Il a perdu une grande partie de son influence depuis le retour de Poutine pour un troisième mandat. Valentin Yumachev, ancien chef de cabinet de Boris Eltsine. Il est le premier avec qui l'ex-président s'est entretenu après l'annonce des résultats du scrutin. En 2002, il épousera officiellement la fille de Boris Eltsine, Tatiana. Anatoly Chubais, l'un des maîtres d'œuvre des réformes économiques en Russie. Leader des démocrates de droite au Parlement, proche de Boris Nemtsov. Dès la fin du premier mandat de Poutine, les démocrates disparaîtront du Parlement russe pour passer dans l'opposition. Как вы все-таки оцениваете предварительные итоги выборов? Мне кажется, что специалисты, которые прогнозировали итоги, нужно отдать им должное, они вроде попадают. Мне в страшном сне не могло присниться, что я когда-нибудь буду... Вот зря смеетесь, я говорю совершенно откровенно. Не могло присниться, что я когда-нибудь буду участвовать в выборах, потому что мне кажется, что это абсолютно бессовестное дело. Казалось до сих пор. Потому что
Ведь всегда нужно что-то обещать. И причем нужно обещать столько, даже не столько, а нужно обещать больше, чем твои конкуренты. Я должен сказать, что вот то, как шла предвыборная кампания, и то, как мне удалось ее выстроить, избавило меня от этой необходимости вводить в заблуждение огромные массы населения. Я слышу в свой адрес, что я использовал в своей предвыборной кампании ситуацию, которая складывается на Северном Кавказе. Я не хочу монополизировать эту тему. Я знаю, что я сделал. Я не хочу принижать свою собственную роль. Но я абсолютно адекватно стараюсь ее оценить. И знаю, что если бы не было консолидации всего российского общества, не было бы того положения, которое мы сегодня имеем на Кавказе. То вот эта тема, давайте прямо, я готов это сказать откровенно, на меня играет немного, да? Я думаю, что, и хочу повторить еще раз, не считаю себя вправе эту тему монополизировать. Вы знаете, я не думаю, что я имею право принимать какие-то единоличные волюнтаристские решения. Все люди, которые будут приглашены на работу в исполнительные органы власти, должны мыслить одинаково и должны играть на общую цель. Есть, на мой взгляд, только одно средство – быть честным. Классная была пресс-конференция. Просто супер. А слова-то какие? Надо записывать. Надо записывать. Словарь. Ну чего? Надо, наверное, Надо выписать. спать. Надо выписать. Кто наливает? Сейчас приду. Явлинский говорит, безобразие все. Безобразие, знаем, получите. Давали они в прямом эфире? Да. Хорошо. Так кто наливает у нас? Стаканы. Стаканы. Аналитник. Сами нальем, господи, не баре. Точно, знал, что завтра в 10 совещаний. Лиманов просто зарыдал. Я же от народа, поэтому я должен поддерживать своими. Ты от кого? Народа. Это кто такое? Народ это что? Народ это мы, это электорат. К сожалению, мы не можем собраться все вместе, потому что там еще выше этажом кто-то сидит, ниже этажом. И должен сказать, что у них нет такого стола, они все там с компьютером сидят. Вот. Но воодушевление очень такое заметное. И я прошу Дмитрия Анатольевича еще раз всех поблагодарить. Ну и, конечно, собравшихся здесь, потому что я знаю, что мы вас время от времени поругивали, но на самом деле вот так точно психологически обоснованно все было выстроено, что это реально совершенно дает результат. И на экране, и на улицах, но все было прямо шаг за шагом, потихонечку выстроено и нацелено на тот результат, к которому мы вроде сейчас подходим. Поэтому я вас всех хочу поблагодарить и поздравить. Это ваш успех. Ну ура, уже хлипкая. Эти ваши популистские штучки. Потому что устали. Старались. Сейчас второе дыхание придет. Спасибо и до завтра. Здоровья. Tout naturellement, le téléviseur branché dans la salle du QG était réglé sur NTV. Un an plus tard, la meilleure chaîne de télévision de Russie sera dépecée et pratiquement nationalisée. Давайте, Татьяна Борисовна, давайте. Нет, Татьяна Борисовна, нет, Татьяна Мы сейчас прервемся. Алим, я благодарю вас
Как вот появилась связь со студией в Нижнем Новгороде? Борис Ефимович, вы нас слышите на сей раз? Да, очень хорошо. Доброй ночи. En revisionnant ces images, j'ai discerné derrière la joyeuse cacophonie qui régnait ce soir-là au QG du vainqueur, la voix de Boris Nemtsov, qui s'exprimait à la télévision. Le son a été amplifié pour que vous puissiez entendre ce qu'il disait à l'époque. Ваша позиция поддержки или не поддержки Путина, напомните, какова же была ваша позиция в действительности? Во-первых, я принадлежу Союзу правых сил. Союз правых сил принял решение, вы знаете, это непростое решение, поддерживать Путина, хотя вместе с Ириной Хакамадовой мы воздержались. Второе, я считал, и сейчас считаю, что для страны лучше было бы, если бы прошло 2 тура. Между первым и вторым туром фаворит гонки мог бы взять на себя обязательства, в первую очередь перед народом, и мы бы не в таком состоянии неопределенности, в котором мы находимся сейчас. Мы действительно не знаем программу экономическую Путина. Эту программу он не собирался обнародовать, и, видимо, она появится только после инаугурации. А это значит, что и для экономики страны, и для граждан страны ситуация полной неопределенности. То есть мы проголосовали сердцем, сами не ведая того, что с нами будет завтра. Demain allait durer longtemps. À l'automne 2015, le corps de Mikhail Lessine est retrouvé dans une chambre d'un modeste hôtel de Washington. Le milliardaire porte des traces de coups à la tête. L'hiver de la même année, Boris Nemtsov, devenu opposant de Poutine, est abattu à quelques pas du Kremlin. La majorité des personnes qui a œuvré pour la victoire de Poutine et qui étaient à ses côtés lorsqu'il a été élu pour la première fois est aujourd'hui dans l'opposition ou a été mise sur la touche, comme l'ex-secrétaire général de la présidence, Alexandre Volotchine, ou même Ludmila, sa propre femme dont il a divorcé. Le seul qui soit encore là, pour l'instant du moins, est le fidèle Dimitri Medvedev, qui a exercé les fonctions de président entre le 2e et le 3e mandat de Poutine. Vladimir Poutine a accédé au pouvoir sans coup férir, et la Russie s'est soumise avec zèle à son nouveau leader. Elle n'a jamais entendu parler de la verticale du pouvoir, mais la subordination à un seul homme de toutes les forces du pays, depuis le Parlement jusqu'aux entreprises, était en plein essor. Mikhail Khodorkovsky n'avait pas encore été emprisonné, et la NTV se permettait encore de critiquer le chef de l'État, lors de l'accident du Koursk par exemple. Mais on sentait déjà qu'il valait mieux ne pas contester le président. Le spectre du passé ressurgissait de plus en plus souvent, tentant d'imprimer sa marque sur le présent. Bientôt, on entendra le président russe en personne qualifier l'effondrement de l'Empire soviétique de plus grande tragédie géopolitique du XXe siècle. J'ai continué de tourner avec désormais pour sujet le président élu, et puis j'ai filmé la vie au Kremlin. Apparemment, il ne s'est rien produit de très remarquable dans le quotidien des Russes pendant la première année de la présidence de Vladimir Poutine. Il y a bien eu quelques changements, mais il s'agissait de détails et ils n'avaient guère d'importance à première vue. Le président a promulgué par exemple une loi fédérale au terme de laquelle l'armée se voyait restituer le drapeau de la victoire contre le fascisme. Je vous laisse deviner quel drapeau avait été hissé sur le Reichstag en 1945. Le drapeau rouge soviétique, bien sûr, frappé de l'étoile, du marteau et de la faucille. Et bien que le drapeau officiel de la Russie reste la bannière tricolore, le régiment présidentiel stationné au Kremlin
prête désormais allégeance au drapeau rouge de la patrie soviétique. Мы с чувством выполненным долг вспоминаем то время, когда молодыми новобранцами вступили в ряды президентского полка. Naturellement, avec l'arrivée d'un nouveau président au Kremlin, on voit apparaître un nouvel ami proche. Il s'agit d'Igor Sechin, que Poutine a connu alors qu'il travaillait encore à Saint-Pétersbourg. On lui attribue notamment un rôle majeur dans la mise au pas des milieux d'affaires et dans l'arrestation de Mikhail Khodorkovsky. Quelques années plus tard, Sechin dirigera le groupe pétrolier mis en place sur les ruines de la compagnie de ce même Khodorkovsky. Каждый солдат и каждый офицер, покидающий армию, должен быть расстрелян. В 17 году Клемансо приказал расстреливать в оставших частях каждого 10-го. Но нельзя же расстреливать всех, мой фюрер. Мы должны быть выше людских страданий. Тогда мы выполним свою миссию. Le film que j'ai tourné est devenu un documentaire officiel. Il a été diffusé par la télévision d'État lors de la première année de la présidence de Vladimir Poutine. Il a ensuite été vu dans de nombreux pays. Je n'en ai pas honte. D'autant plus que ce film a mûri et dévoile aujourd'hui bien des choses passées inaperçues à l'époque. On me demande encore aujourd'hui si j'ai coupé des scènes. La réponse est oui. Celle-ci, par exemple. Ça tourne? Oui, bien sûr. Ce que je peux vous dire, on parle de la façon dont vivent les gens, n'est-ce pas? Eh bien, j'étais récemment à Lensk, et une femme m'a dit, une femme ni vieille, ni jeune, une femme d'âge mûr, m'a dit, rendez-nous notre vie d'avant comme elle était il y a 20 ans. Que lui répondre? On ne peut rien faire revenir. On ne peut rendre ni la jeunesse, ni les années passées. Et si nous essayons de revenir en arrière, nous sommes sûrs de tout détruire. Mais ce que nous pouvons faire, c'est veiller à ce que les gens vivent mieux qu'avant, pas moins bien. Je profite de cet aparté pour vous demander ce qui s'est passé avec l'hymne. C'est dans la droite ligne de ce que je vous ai dit précédemment. Il faut absolument restaurer la confiance des citoyens dans le pouvoir. Cette femme que j'ai rencontrée à Lensk, qui voulait que je lui rende sa vie d'il y a 20 ans, il ne faut pas que ces gens aient l'impression qu'on leur a tout pris. Cette femme va vieillir. Mais nous avons besoin de vivre. Nous avons besoin de vivre, c'est vrai. Mais pourquoi avec tel hymne plutôt que tel autre? En écoutant l'œuvre d'Alexandrov, pourquoi ne pas penser à la grandeur et à la victoire lors de la Seconde Guerre mondiale plutôt qu'au goulag? Pourquoi associer obligatoirement cette musique aux pires aspects de la période soviétique? Dans cette discussion concernant l'hymne national, je voulais que Poutine m'explique l'intérêt de repartir dans un passé dont la Russie contemporaine n'avait toujours pas fait le bilan historique. Je vous ai dit qu'il serait vain d'essayer de reproduire quelque chose, mais il est très important de sentir qu'il y a, chez une écrasante majorité des gens,
Une certaine nostalgie. Il ne faut pas tout leur retirer. Ça, c'est l'aspect moral de la chose. Quand je pense à mes parents, c'est essentiel. Cela fait partie de leur vie. Il faudrait faire table rase du passé, comme s'ils n'avaient jamais vécu. Ce serait extrêmement cruel pour eux. C'est une raison suffisante. Ну, это хороший вариант с церковными колоколами. Да? Плюс тревожная труба. Причем дотягивать до конца эту, да? И все время звучать над всеми. Колоссально получается. Да, очень хорошо. Очень хорошо. Я же говорил, спина должна выравниваться. Даже у немузыкальных людей. L'orchestre, sous la houlette du réalisateur Nikita Mikhalkov et de son père Sergueï, poète et auteur des paroles de 2 versions de l'hymne soviétique, travaille d'arrache-pied à l'enregistrement du nouvel hymne russe. Celui-ci reprend celui de l'URSS sur des paroles remaniées par Mikhalkov senior. Так было, так есть. Так будет, чтобы не было, так будет, так есть, чтобы не шло, так не гладко. Будьте любезны, вставайте. Хотя бы первый куплет. Звучать будем сейчас сначала. Сначала. Нет, ну просто тут можно еще понять, что очень торопились вообще всюду. И с текстом торопились, и меня мучили тоже с текстом. Один вариант, другой вариант. Для Сталина записывали гимн исполнения колоколов Успенского собора. Вообще полностью. Мы сами сделали мне кадр 100 лет назад. Почему 100 лет? Когда мы переделывали-то Сталина на Ленина? Ну что? Какой это год какой? 70. 60, нет, какой? 70 с чем-то. Мне кажется, что звонница должна дать тот самый колорит, который и отличает русский гимн от любого другого. Славься, страна, мы гордимся. Славься, страна. Цезура, мы гордимся. А акцента речитативного там не было. Un matin, un appel du Kremlin me ramène inopinément dans le bureau du président. Bonjour. Vous êtes venu armé.
Attention, elle est en marche. Je voulais vous parler d'homme à homme. C'est un sujet sur lequel il me semble légitime que je m'exprime. J'ignore quels sont vos objectifs, et je ne veux en aucune façon me mêler du processus créatif qui est le vôtre. Vous ferez donc comme bon vous semble. Je ne suis pas en train d'essayer de vous imposer quelque chose. Je veux simplement exprimer mon point de vue. Libre à vous d'utiliser ou non ce que vous aurez filmé. C'est à propos de notre discussion sur l'hymne. Pourquoi avons-nous repris la mélodie de l'hymne soviétique d'Alexandrov? Beaucoup de gens ne comprennent pas, malheureusement. Ce qui m'étonne. Je ne sais pas si j'ai réussi à me faire comprendre hier, lors de notre petite conversation plus ou moins formelle. Je m'explique. Le fait de reprendre la mélodie de cet hymne joue en ma faveur en tant qu'homme politique. Ça renforce ma cote de popularité et surtout, ça renforce la confiance de la population. C'est nécessaire pour agir. Il faut pouvoir compter sur la confiance des gens. On peut bien sûr discuter des moyens pour y parvenir et des solutions les plus adaptées. Comment envisagez-vous une discussion avec le pouvoir, avec le président? C'est très simple. Nous avons des mécanismes démocratiques. Une pétition contre le nouvel hymne a reçu de nombreuses signatures au nom de la conscience nationale. Cette soi-disant conscience ignore la tragédie vécue par le peuple. Cette pétition a été signée par des gens qui en sont conscients et qui ont voté pour vous. Chaque fois que je prendrai une décision, il y aura toujours quelqu'un pour la trouver illégitime, y compris parmi les gens qui ont voté pour moi. Je suis tenu d'expliquer à absolument tout le monde les raisons de ce que je fais. Et je dois agir comme je le juge nécessaire. Vous ne craignez pas de perdre une partie de cette confiance en prenant des décisions trop autoritaires? Je considère que certaines décisions doivent être prises dans l'intérêt de l'État, quelles que soient les réactions, positives ou négatives, qu'elles suscitent. Ça doit être compris. On peut être d'accord ou pas, mais on doit le comprendre, non? Si, dans l'absolu. Vous voyez, vous hésitez. Non, pas du tout, je n'hésite pas. Vous voulez que je dise que j'hésite? Pas du tout. Mais c'est une question qui aurait pu attendre. Comme la question du mausolée de Lénine. Comme la réforme du Code du travail aurait pu attendre. Ou encore... Non, sûrement pas. C'est vous qui le dites. Certains pensent qu'on n'a pas besoin de réforme foncière et qu'il n'est pas nécessaire d'adopter un nouveau code foncier. Il y a des gens qui le pensent. Vous croyez qu'ils sont moins nombreux que ceux qui s'opposent au retour de l'hymne? La politique, c'est l'art du possible, non? L'art du compromis, si je ne m'abuse. C'est vrai. Mais c'est aussi une jolie formule qu'on peut utiliser à chaque fois qu'on ne sait pas quoi dire. Vous avez pourtant parlé de compromis, dans une certaine mesure. Oui, jusqu'à un certain point, c'est un compromis. Mais c'est quand même... Ça ressemble bien sûr à un compromis. C'est vrai dans une certaine mesure. Mais il s'agit quand même d'actes mûrement réfléchis, destinés à mettre en place les conditions qui permettent d'accomplir de véritables progrès dans la reconstruction de l'État et la modernisation de l'économie. C'est au moins un point sur lequel nous sommes d'accord. Nos positions se rapprochent. Sur ce point seulement. Nos positions se rapprochent. Vous qui disiez qu'on ne peut pas vous faire changer d'avis. Je ne sais pas pourquoi Vladimir Poutine avait tant besoin de me persuader du bien fondé de sa décision concernant l'hymne national. N'y avait-il plus personne dans son entourage pour lui apporter la contradiction? Cela ne vous ennuie pas que certains doutent de la pertinence de cette décision? On ne peut pas convaincre tout le monde, malheureusement. C'est impossible. Nous sommes 140 millions en Russie. On ne peut pas discuter en tête-à-tête avec chacun. J'ai le sentiment que si je pouvais parler à chaque citoyen, ce serait possible.
Mais ce n'est pas réaliste. Je ne voudrais pas vous vexer, mais je n'ai pas changé d'avis sur la question de l'hymne national. Tant pis. 31 décembre 2000. Cela fait exactement 1 an que Boris Eltsine a démissionné, désignant Vladimir Poutine comme son dauphin. Самым искренним, пронзительно трогательным стало прошлогоднее появление Ельцина 31 декабря. Раньше так с россиянами не говорил никто. Сегодня последний день уходящего века. Я ухожу в отставку. Я хочу попросить у вас прощения. Никто до Ельцина так умело не использовал повод, время и место. И вот за 10 минут до новогодней полночи граждан России поздравляет другой человек. 31 декабря 1999 года первый президент России принял решение уйти в отставку. Он просил меня обратиться к стране. Но это уже начало совсем другой истории. А вот кадры, которые были сняты уже сегодня. Le dauphin s'est adapté assez rapidement à ses nouvelles fonctions et s'est de plus en plus éloigné de son créateur. Мы не только напомним о важных событиях, произошедших за эти 12 месяцев в России и в мире, но и расскажем истории, которые повернули жизнь их участников. Вначале о самых ярких, часто трагических моментах 2000 года. Pour Boris Eltsine, 1 an après son retrait, le mot famille a retrouvé tout son sens. Давайте старый Новый год. Между прочим, первый год, который был более-менее спокойный. С этим годом нет такой уже последней десятилетней тоски. Господи, слава Богу, что закончился. То есть вот... Дорогие родственники, дорогие друзья, сегодня провожаем старый, встречаем Новый год. Я вообще уверен за страну, что будет год этот лучше наступающий. Лучше будет. И тем не менее мы встречаем, вернее, провожаем старый год с какой-то такой грустью, что ли. Все-таки он был, он тяжелый, Ванечка. Он тяжелый, но он был, он вынесен нашими с вами плечами. Я хочу, чтобы в нашем родственном духе среди родственников тоже крепло бы единство, сплоченность. Вот хотя я не могу пожаловаться, здесь все в порядке, нет у нас никаких. Кстати, мы поедем в Латину. Давай, Ванечка, ты говори, я буду слушать. Он старый год провожает. Давай поедем в Латину. В общем, со старым, новым, прошедшим годом. Все, наступай. Ура! С Новым годом. С Новым годом. С Новым годом. С Новым годом. Уже С Новым годом. Ты будешь есть или ты будешь гулять? Реально.
Даже не знаю, я только на кнопку. Куда ни ткни. Везде. Более стоит. А гимн возвращали без вас? И даже новый текст его совсем не спасает. Ça sent le rouge. Une formule qui exprimait toute l'amertume suscitée par la remise au goût du jour d'un certain passé soviétique. Une formule qui, pour moi, résonnait comme un adieu. Eltsine mourut au cours de la 7e année de la présidence de Poutine. Beaucoup de choses dépendent du président en Russie. Beaucoup de choses dépendent du chef de l'État dans notre pays, bien entendu. Les fonctions du président sont définies par la loi. Elles sont très étendues et le président dispose de pouvoirs précis pour les remplir. De manière générale, j'ai réussi à atteindre les buts que je m'étais fixés. Que pensez-vous de l'idée d'un peuple uni sous la direction d'un Vladimir Poutine sage, clairvoyant et juste? Je sens une certaine ironie dans votre question. Les excès ne font généralement pas avancer les choses dans ce domaine. Ils ont au contraire un effet plutôt néfaste. On ne peut pas se réjouir de voir tous ces bustes, ces monuments, tous ces symboles de l'autocratie dont nous avons hérité. Mais il est très difficile de lutter contre. On y va? Oui. Un an seulement s'est écoulé depuis l'arrivée au pouvoir de Vladimir Poutine. Mais déjà, toutes mes questions tournent autour de la permanence du pouvoir, des visées impérialistes et de l'autocratie. Alors qu'il n'existe à l'époque aucune raison manifeste de se préoccuper d'une éventuelle dérive. D'ailleurs, à en croire le discours tenu alors par Vladimir Poutine, il n'y a aucune crainte à avoir pour l'avenir de la Russie. Comme vous vous en doutez, il m'est extrêmement difficile de m'arrêter en route pour aller m'acheter une bière. Des tas de gens m'accompagnent en permanence dans tous mes déplacements. Ça provoquerait des embouteillages. Si je m'arrête pour boire une bière, des centaines, voire des milliers de personnes vont devoir attendre le redémarrage de mon cortège, ce qui ne serait certainement pas une bonne chose. C'est un exemple tout bête, mais tout est comme ça. Vous auriez envie de vous arrêter? Oui. J'espère pouvoir un jour retrouver une vie normale. J'espère vraiment qu'un jour, j'aurai à nouveau la possibilité d'avoir une vie à moi, que je pourrai m'adonner à d'autres activités et vivre comme quelqu'un de normal. C'est très intéressant. Il y a donc de l'espoir. On peut être optimiste. Vous savez, c'est vraiment comme ça. Je préfère ignorer l'ironie de vos propos. Je vais vous dire pourquoi c'est important. Ça nous ramène dans une large mesure à la question que vous m'avez posée. Ne vaudrait-il pas mieux se prendre carrément pour un monarque? Premièrement, la vie d'un monarque est assez compliquée. J'ai eu l'occasion de m'entretenir assez souvent ces dernières années avec un certain nombre de souverains de la planète dans le cadre de visites officielles, et je peux vous dire que je ne les envie pas. Je n'aimerais pas être à leur place. Ils ont une existence compliquée, encadrée par une foule d'interdits. Ils ne s'appartiennent pas. C'est leur destin, jusqu'à la mort. En comparaison, la vie et le destin d'un chef d'État élu sont à mon avis bien plus enviables. Car il lui donne l'occasion et la chance de se mettre totalement au service de leur pays. Et il a la possibilité de mener une vie normale après avoir accompli son devoir à la fin de son mandat. Et on lui rappelle en permanence que son mandat s'achèvera un jour et qu'il devra alors reprendre la vie d'une personne normale
sans pour autant avoir à rougir des années passées au pouvoir. Il faut qu'il puisse, dans sa nouvelle condition, regarder les gens droit dans les yeux, sans avoir à détourner le regard. Il faut bien comprendre qu'un jour, on sera de nouveau un homme ordinaire, et que ce que l'on fait aujourd'hui à la tête de l'État et de la société, il faudra l'assumer dans quelques années en tant que simple citoyen. C'est quelque chose qu'il faut toujours avoir à l'esprit quand on prend une décision, pour éviter de céder à la tentation de gouverner comme un monarque. Si vous me le permettez, je vais abandonner un instant ma caméra pour vous parler franchement. Si vous faites exactement ce que vous venez de dire, l'avenir me semble assuré, non seulement pour la Russie, mais également pour vous, personnellement. Je peux vous dire que je me suis souvent retrouvé à peser le pour et le contre d'une question, en m'interrogeant à chaque fois sur les conséquences pour mes enfants, ceux de mes amis et de mes proches, ainsi que sur ma vie future, sur le genre de pays dans lequel j'ai envie de vivre. C'est une question vraiment cruciale, qui est le fondement même de la supériorité de la démocratie. C'est pour cela, entre autres, pas uniquement, que la démocratie est plus viable et plus efficace. Je ne sais pas ce qu'on dit dans ce cas-là. Croisons les doigts? Merde. Коня, Коня, смотри на меня. Посмотри. Коня, все, сидеть. Не хулигай. До свидания. Рядом. Иди рядом. Рядом. 2018. Vladimir Poutine est toujours à la tête de la Russie. Il s'est passé beaucoup de choses depuis son arrivée au pouvoir. La fin de la guerre en Tchétchénie et le début des guerres tchétchènes à Moscou. Les Jeux olympiques et le dopage, la Crimée et la guerre en Ukraine, l'admission au sein du G8, puis l'exclusion. L'exil, l'emprisonnement ou la mort de celles et ceux qui tentaient de s'opposer à Poutine personnellement. J'ai moi-même payé le prix d'avoir naïvement cru que je n'étais qu'un simple témoin. Aujourd'hui, je ne vis plus en Russie. Mais les événements nous ont montré que celui qui approuve sans mot dire n'est plus seulement témoin. Il devient complice. Nous avons finalement tous accepté de notre plein gré d'être pris en otage par un homme qui nous conduisait vers un futur radieux, au lourd relent de passé.